c'est ici que sont nés Alain Chabat, le présentateur Arthur, le footballeur Thierry Henry, la chanteuse Diams, le rappeur Cynic et bien d'autres encore. Quel point commun y a-t-il entre Valéry Giscard d'Estaing et Dovatia? Bon, a priori, pas grand-chose, si ce n'est l'école polytechnique. Et oui, l'IX, qui n'est autre que le premier fournisseur de cerveau en France. Grand patron, éminence grise, tous ou presque sont passés par cette célèbre école d'ingénieurs à Palaiseau, ici, dans l'Essonne. C'est aussi ici, en Essonne, qu'on trouve le seul opéra de banlieue parisienne et la cathédrale ultramoderne d'Évry, dernière cathédrale construite en France. Le 9-1, c'est également un haut lieu de pèlerinage pour les fans de Claude François, dont les plus inconditionnels se retrouvent au moulin de Clo-Clo, où la star a vécu près de 10 ans. Avant de découvrir les lieux, nous allons vous en présenter un autre. Nous sommes devant l'Opéra de Massy. Fondé en 1993, cet opéra est le seul et unique opéra de banlieue parisienne. Ici, on a un objectif clair, faire tomber les préjugés sur l'opéra, trop souvent considéré comme un art inaccessible et même élitiste. Allez, on va y faire un tour. Nous voici dans la grande salle de l'opéra, une salle de 800 places, résolument moderne. Ici d'ailleurs, on ne joue pas que de l'opéra lyrique, vous pouvez aussi assister à des concerts de musique classique ou même de variété, des pièces de théâtre et bien sûr des ballets. Pour assister à un spectacle, pour visiter les lieux ou suivre un atelier de formation artistique, une seule adresse, www.opéra-massy.com. J'allais oublier les spectacles à venir. L'opéra de Verdi Aïda, la chanteuse Juliette ou encore Beethoven en paix, un concert consacré au célèbre compositeur. Mais pour l'heure, on change de décor. Un opéra sans costume, c'est comme des frites sans ketchup, c'est pas aussi bien. Et ici, comme dans les fast-foods, eh bien, tout est fait sur place. Suivez-moi. Bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir donc dans la salle des costumes de Massy. Et donc c'est un costume pour femmes, jusqu'ici j'ai juste. Et c'est quoi, c'est pour un concert de rock ou Eh bien pas du tout, c'est pour le spectacle Aïda, donc l'opéra Aïda de Verdi. Et c'est le costume de la méchante, donc la princesse Amnéris, par qui tout le malheur arrive. Donc effectivement c'est l'Égypte ancienne, mais... revisité. Revisité. De toute façon l'intrigue est universelle. C'est un drame horrible qui pourrait exister aujourd'hui. Ça parle de conflits politiques et d'amour contrariés. Et c'est vrai que la seule partie du costume qui nous fait penser à l'Égypte, c'est ça. Oui, parce que le reste vraiment... est assez sadomaso, pardonnez-moi. Il y a des clous, oui. Il y a un petit côté Jean-Paul Gaultier là. Hein. Tout à fait. Madonna, je pense qu'elle pourrait vraiment le porter pour son concert. Et ce qui est intéressant, c'est l'aspect métal. Évidemment, de loin, on a vraiment l'impression que c'est une robe en métal très lourde, mais la subtilité, c'est qu'elle est en mousse et qu'elle pèse 500 grammes. Et je vois là-bas, il y a d'autres costumes. Voilà, tout à fait. Là, donc ça, ce sont les costumes de la garde. La garde. Voilà, alors la garde égyptienne. Voilà, donc c'est vrai qu'on pourrait imaginer... Bon, je n'aurais pas pu être garde. Non, mais vous pourriez monter sur scène et, je sais pas, faire Claudette ou... oui, ou alors faire un peu genre YMCA. Ces bottes là aussi, c'est quoi? Alors ça, c'est une subtilité. Donc, pour donner un effet métallique, on a tout simplement récupéré des chaussures de jardinier qu'on a peint à la bombe argentée, donc effet robot assuré de loin. Voilà. Eh ben merci pour cette petite visite. Avec plaisir. Et puis je peux l'embarquer ou pas? Allez, cadeau de l'Opéra de Massy. Bon, bah celle qui vous fait frissonner sans porter le moindre costume, c'est Karine Lima. Regardez. L'Opéra de Massy n'aurait jamais vu le jour sans le travail acharné d'un homme. Jacques-Henri Soumer, vous êtes le fondateur et directeur de cet opéra. Alors dites-moi, tout d'abord, pourquoi l'Opéra de Massy est-il le seul opéra de banlieue parisienne? Alors en effet, pourquoi Massy et par ailleurs? C'est la volonté politique d'un homme qui a décidé un jour, dans sa ville, de construire une maison d'opéra. Ça a été facile à réaliser? Je pense que ça a été très compliqué à réaliser parce que, figurez-vous qu'un matin, je suis arrivé sur ce parvis de l'opéra, il y avait des quantités de caméras sur le parvis. Mais je dis, mais qu'est-ce qu'ils font là? Eh bien, c'est la Cour des comptes qui avait fait une petite erreur simplement, en prenant le nombre de sièges
en le divisant par le prix de tout l'ensemble de ce culturel, où il y a 4 cinémas, une médiathèque, une mairie, il disait c'est l'opéra le plus coûteux du monde, et tout d'un coup on a eu toutes les télévisions du monde qui sont venues nous rendre visite pour voir ce lieu qui avait été le plus coûteux au monde. Il n'était pas si coûteux que ça, cet opéra? Non, parce qu'en fait c'était le contraire, c'est que c'est un opéra qui a coûté peu cher, qui est une petite maison, avec à peine 800 fauteuils. En fait, un opéra de banlieue, un opéra autrement, un opéra qui est fait pour vivre, et croyez-moi, il vit. Une question plus personnelle. Je sais que vous êtes occupé de l'organisation technique des concerts, entre autres, de Michael Jackson, de Madonna, Whitney Houston, Tina Turner. Comment est-ce qu'on passe de la pop à l'opéra? Oui, eh bien, écoutez, on passe peut-être par accident, peut-être par passion, parce que vous savez, il faut être passionné. Et quand on est passionné dans ce métier, on passe facilement d'un département à l'autre. Je ne vous dis pas que dans ce sérail de l'opéra, ou dans ce sérail du théâtre, ou dans le sérail de la variété, on est après accepté. Mais vous savez, quand on est passionné comme je le suis, on donne sa vie, son acharnement au travail qui permet de faire les choses comme elles doivent être faites, que ce soit dans la variété, que ce soit dans l'opéra. Est-ce que vous avez quelques anecdotes à nous raconter sur l'industrie du spectacle en général ou l'opéra classique? Non, vous me donneriez quelques jours, je vous en parlerai, je vous donnerai quelques anecdotes, mais là comme ça, si, peut-être le jour de l'ouverture, cette ouverture qui était tant attendue, où j'avais engagé le mime Marceau pour faire l'ouverture, et ma foi, il y avait évidemment des détracteurs, et on nous avait mis une chaussette pour coincer le rideau de fer qui ne puisse pas se lever. Et le mime Marceau devait rentrer par la porte du rideau de fer et puis ensuite faire semblant, en tournant avec ses mains, que le rideau de fer s'ouvre, il ne s'est jamais ouvert. Et donc le spectacle a eu lieu devant le rideau de fer, et c'était très drôle parce que le mime Marceau faisant son spectacle devant un rideau de fer qui faisait 1 mètre qui redescendait, c'était trop drôle, c'était à mourir. Merci beaucoup pour toutes ces infos. C'est moi qui vous remercie. À bientôt, à l'Opéra de Massy. Oui, et sans nulle faute. part ailleurs. Nulle part ailleurs. Tout de suite, on vous emmène vers d'autres coulisses. Bienvenue dans la ville nouvelle d'Évry, où comment un petit bourg nommé Évriacoum au Moyen-Âge est devenu l'une des villes les plus peuplées d'Île-de-France, avec près de 60 000 habitants. Jusqu'au milieu des années 60, on ne va pas vous mentir, Évry-Petit-Bourg, c'est ainsi qu'on l'appelait à l'époque. Ça ressemblait grosso modo à une poignée d'agriculteurs au milieu d'immenses champs de betteraves. Mais en 1965, politiques et urbanistes ont décidé de se mettre autour de la table afin de créer une ville nouvelle pour désengorger la capitale. Ce qui surprend quand on arrive ici à Évry, c'est la diversité de ses habitants. Ici, c'est un véritable melting pot où coexistent paisiblement près de 8 communautés différentes. Alors évidemment, chacune dispose de son propre lieu de culte, une mosquée, une synagogue, une pagode bouddhiste et une cathédrale qui, ma foi, est assez avant-gardiste, hein, non? Voilà, maintenant c'est à votre tour de vous confesser. Pour la petite histoire, en 1988, l'évêque d'Évry, Monseigneur Guy Herbulot, a l'idée de construire un lieu de culte dans la nouvelle ville d'Évry. Le projet d'une cathédrale est ambitieux et coûte beaucoup d'argent, mais peu importe. « 7 ans et 13 millions d'euros plus tard, la cathédrale sort de terre et c'est la consécration ultime lorsque le pape Jean-Paul II vient s'y recueillir en 97. Marbre noir au sol, des vitraux contemporains qui sont au nombre de 12, comme les apôtres, et cette œuvre-ci, qui s'appelle un chemin de croix, 3 cercles de bois pétrifiés, ils ont plus de 200 000 ans et ils proviennent d'Arizona. Et derrière moi, ce Christ, taillé en 1850 par des missionnaires en Tanzanie. Il mesure 1,70 m. Ben, comme moi à peu près, ouais, comme moi. Cette cathédrale a été construite avec 2 mots d'ordre, authenticité et symbolisme. Symbolisme des arbres sur le toit, ils sont 24, comme un cadran solaire. Symbolisme aussi des briques, c'est un symbole fort de l'Ancien Testament. D'après une source sûre, elles sont 800 000. On va quand même vérifier. Donc 1, 2, 3, 4, 1, mince. 1, oh non, je laisse tomber.
Pour info, sachez que la cathédrale de la Résurrection d'Évry peut être visitée en groupe et que les paroissiens se feront un plaisir de vous expliquer son histoire. Mais pour l'heure, on change de décor. Claude François est à la France, qu'Elvis Presley est aux États-Unis. Sauf qu'ici, on n'est pas en Amérique, on est bien en France, chez nous, dans l'Essonne, au moulin de Dannemois, où Claude François a vécu pendant près d'une dizaine d'années. Merci de nous accueillir. Mais je vous en prie. Alors dites-moi, comment, il y a 10 ans, vos parents se sont retrouvés à la tête donc, du moulin de Claude François? Comment ça s'est passé? Parce qu'au départ, vos parents, ce sont, je crois, de boulangers, où ils travaillaient dans l'industrie de la boulangerie, en Dordogne. Et puis boum, en 98, ils se retrouvent à la tête de ce moulin. Comment ça se passe? En fait, c'est simple. C'est-à-dire que mon père, de par son activité commerciale, a été amené à voyager un peu dans toute la France. Et à mon avis, comme beaucoup de personnes, a vu que la propriété était à l'abandon et a cherché à savoir à qui appartenait ce moulin. Et a fini en fait par trouver le propriétaire qui était un établissement financier et à pouvoir acheter cette demeure en 98. Donc ils l'ont racheté à une banque et j'imagine qu'ils ont dû casser la tirelire. Elle est combien? En gros, à peu près 1 million d'euros. Si vous voulez un chiffre exact, c'est à peu près ça. À l'époque, c'était en francs. À l'époque, c'était en francs, ça faisait à peu près 6 500 000 francs. D'accord. Donc j'imagine qu'il faut rentabiliser un tel investissement. Réhabiliter cette maison, cette demeure, c'est un hobby, c'est une passion, c'est un petit peu du business aussi, il faut l'avouer, non? Oui, mais alors d'abord, à l'origine, vraiment sans parler de business, c'est une véritable passion parce qu'il fallait avoir vraiment envie de faire quelque chose parce que c'est quand même une propriété qui est restée 10 ans à l'abandon, il faut le savoir. Donc dans un premier temps, ça a été effectivement une véritable passion de vouloir remettre à l'origine, remettre à l'identique cette propriété. Et on peut même se marier ici. Absolument. 3 700 € hors taxe. Tout à fait. Alors, on peut se marier, ça arrive souvent? Ça arrive assez souvent, c'est régulier. Combien? Une dizaine par an? Oui, à peu près, je crois 10-15 par an, oui, tout à fait. Alors, le personnage de Claude François, on le sait, était assez tatillon, un petit peu maniaque. Il paraît que dans la propriété, avant que tout invité vienne, il faisait repeindre par sa femme les escaliers. C'est vrai ça? Oui, alors c'était pas par sa femme. Alors déjà c'était sa compagne Isabelle qui était la maman des 2 enfants, il n'était pas marié avec Claude François, mais il avait des gens pour s'occuper de ça. Donc, je pense qu'elle l'a dit, à un moment donné elle a dû prendre le pinceau parce que ça ne devait pas aller assez vite, mais c'était des personnes qui travaillaient pour lui dans la propriété. Et il y a d'autres anecdotes qui montrent, son personnage, voilà, d'être un peu comme ça obsédé, tatillon. Oui, c'est-à-dire que le personnage de Claude François se transposait effectivement au moulin, même s'il y a une véritable cassure entre l'homme de scène, l'homme d'affaires que l'on pouvait connaître. Quand il arrivait au moulin, il avait encore des exigences qui étaient très précises. Il voulait que la pelouse, les bordures de pelouse soient extrêmement bien taillées. Il prenait d'ailleurs même la bordure du journal Podium qui lui appartenait pour voir si ça correspondait bien au millimètre près. Non, c'était quelqu'un qui était tatillon dans tout ce qu'il entreprenait, que ce soit pour la propriété ou même dans ses activités. Sinon, savez-vous ce qu'offrait Claude François quand il quittait une femme pour s'excuser? C'est ce que la légende raconte. Hein. Moi j'ai entendu des bagages de luxe, des bijoux, mais... Apparemment on dit une voiture. C'est possible, c'est bon. possible. Bon, ça m'étonnerait pas. Moi je dois vous quitter, mais je garde ma voiture. Avec plaisir. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. Voilà, pour les fans de Claude François, vous savez où sortir. Pour les autres, regardez. Le moulin de Dannemois, aujourd'hui, c'est plus qu'une simple place. C'est même plus que l'ancienne demeure de Claude François. C'est aussi un restaurant, un musée, une boutique et même, bientôt, un hôtel. Et les vrais nostalgiques de Claude François pourront venir ici assister à un dîner-spectacle avec le sosie de Claude François. Comment ça ressemble pas? Vous me cherchez là? Sérieux? Il ressemble vachement. Je suis le mal-aimé. Claude François s'installe au moulin de Dannemois en 1964. C'est ici, entre Étampes et Fontainebleau, qu'il trouve un havre de paix, à l'écart des journalistes et de la foule, bien sûr. C'est aussi ici que grandissent ses enfants et qu'il organise de grandes fêtes avec tous les people de l'époque autour de cette piscine, qui est la copie conforme pile-poil de la piscine du King Elvis Presley, bien sûr. Franchement, elle en jette cette piscine. Et quand on pense que Clo-Clo s'est baigné dedans, ça fait quelque chose. Si vous avez la chance d'être amoureux d'une groupie, eh bien vous pourrez vous marier chez Claude François. Et les fans qui sont encore en âge d'avoir des enfants pourront même organiser le baptême ou la communion de leur progéniture dans ce véritable lieu de pèlerinage. Pour finir,
séquence émotion, on entre dans la chambre de Claude François. Nous voici dans la chambre où dormait Claude François. Alors à l'époque, les murs étaient rouges, ils ont été repeints en blanc depuis. Tout ce que vous voyez ici appartenait à Claude François. Voilà, son peignoir, son pyjama, ses pantoufles, son couvre-lit en cuir. Et ici, c'est sa salle de bain. Et là, attention, ce que vous voyez, c'est le recourbe-cils de Claude François. Difficile de rester insensible. Pour d'autres idées week-end, la spécialiste, c'est Stéphanie Raphaël. Belle, belle, belle comme l'amour. Salut David. Hé Marie-Ange, habillée comme ça, t'es belle, 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 hein, comme le jour. Hein. C'est la même chanson, c'est toujours le même refrain. Je suis le mal-aimé et en plus, le téléphone pleure. N'exagère pas. En tout cas, si j'avais un marteau, je le casserais ton téléphone parce que ta sonnerie, Alexandra, Ok, ok, bah si c'est comme ça, bah moi je veux un lundi au soleil. Comment ça, cette année-là? Bah oui, je vais à Rio. De Janeiro? Oui, de Janeiro. Comme d'habitude? Oh David, ne me quitte pas! Non, Marie-Ange, là ça marche pas, c'est pas Claude François là. Ne me quitte pas? Ah non, Johnny Hallyday? Non, je crois que c'est Balavoine. Ah oui, Balavoine. Ouais, t'as raison, on l'a refait. Balavoine, on l'a refait. Voile sur les filles, barque sur le Nil. Je suis dans ta vie.